Salut à vous qui regardez cette vidéo, merci beaucoup déjà d'être présent et pour la regarder. Merci également, je me regarde un petit peu la couane. Merci de commenter, partager, liker, cela fait excessivement plaisir. Le petit pouce, la petite cloche. Je parle pas tôt au fond, bien évidemment. N'hésitez pas également si vous voulez profiter en avant-première des nouvelles vidéos et ça sans pub, à souscrire au petit abonnement qui fait très plaisir. Moi, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo et bon visionnage. Hey, salut tout le monde! Oh, le « hey » était un petit peu appuyé. En le disant, ça m'a fait un petit mal à la glotte. Alors vous, j'imagine pas dans les oreilles. On va jouer à un jeu massif, un jeu énorme, un jeu colossal, dirais-je. Vous l'avez vu de toute façon dans la description. Hein. On va jouer à Gloomhaven Buttons and Bugs. On va se faire la petite partie tuto du jeu. Alors, on n'ira pas plus loin que cette partie tuto, bien évidemment. Hein, voilà, on est parti, en tout cas pour cette vidéo-là, on est parti en mode découverte sur ce Gloomhaven Buttons and Bugs. On va faire la petpetite mise en place. Alors, c'est en anglais, donc du coup, je vais peut-être passer un petit peu de temps à essayer en même temps de jouer que de traduire ce à quoi je joue. Mais voilà, donc voilà, la boîte est massive, et du coup, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on joue à ça. On va faire la première mission de ce super jeu solo, tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte, on va faire la mise en place. La boîte est quand même très jolie. Le Learn to Play qui est ici. Et on va dérouler ce petit fascicule pour savoir comment est-ce qu'on joue à ce merdier. Alors, on va ressortir tout ça. Et on commence en page, du coup, pour la mise en place. Get started! Alors, attention, skip the rulebook. On peut, du coup, voir une vidéo interactive ici par le QR code qui est là. Mais on ne va pas skipper the rulebook, hein, parce que de toute façon, c'est même pas the rulebook, là, c'est uniquement the learn to play. Hein. Vous passerez mon accent anglais à couper... du canard avec une éponge. Cette expression ne veut rien dire, mais je trouve ça très sympa. Alors, qu'est-ce que nous dit? On nous dit déjà de ce qui va nous apprendre les bases, vraiment les bases de chez base, et que pour avoir les règles au complet, il faut aller récupérer le livre digital, donc en format PDF, ou l'imprimer. Voilà. Donc, on va déjà sortir tout ce qu'il y a dans la tebois, parce que sinon on ne pourra pas jouer les différents plateaux joueurs. Donc vous avez vu bien évidemment l'unboxing de la boîte. Donc vous n'êtes pas surpris de voir tout ce matériel, cette opulence de matériel. Voilà. Et on nous dit de partir. On va prendre le deck de scénario de la boîte. Voilà, donc deck de scénario de la boîte. Alors attendez, hop, que je ne me fasse pas de boulettes au niveau des scénarios. Voilà, donc là, voilà, des petits tokens donc, qui ne serviront pas, je pense, pour ce scénario d'initiation. Nos petits personnages qui sont ici. Net de jeu et le scénario deck que voilà. Donc voilà, donc c'est un deck, donc tout ça, c'est ce qui va constituer le deck de scénario. Donc on le met ici. On va nous dire de flip over the top card et de lire l'histoire of that shrinking feeling. Avant de commencer, nous avons besoin également de choisir un personnage. Il y en a 6 de disponibles. Et chacun a son background situé au dos de leur carte de personnage. Donc effectivement, donc les personnages, on a le Bruiser qui est là, on a le Crackheart, on a le Silent Knife, on a le Mind Thief, le voleur d'esprit, Timberer, donc l'ingénieur, et le Spellweaver, donc plutôt une sorcière, et le Bruiser, voilà, donc il y a 6 personnages, et au dos se trouve du coup leur histoire, et surtout la complexité d'utilisation. Par exemple, voilà, si elles sont classées par ordre de difficulté, hop, voilà, le Cracker, le Silent Knife et le Bruiser sont en mode facile d'utilisation. Le Mind Thief, voleur d'esprit, est en médium, et du coup le Tinker et le Spellweaver sont en complexité high. Donc du coup pour cette partie-là, on va se concentrer sur ces 3 personnages-là. Ok, donc on va tourner ça et on va du coup lire ce qui se passe ici. Alors, je vais tenter de vous traduire en même temps, même si bon, voilà, je ne suis pas forcément bilingue, ça risque d'être compliqué. Cette partie en bas, cette partie en haut, on s'en cague pour l'instant, ça n'arrivera qu'avec les règles avancées, enfin du coup avec les règles du jeu, ce sont d'éventuelles récompenses que l'on récupère durant la partie.
Donc grosso modo, on nous dit que c'est what a time for quelle époque pour Gloomhaven. Donc on nous rappelle, je pense, un petit peu ce qui s'est passé vraiment dans l'histoire de Gloomhaven avec une tornade noire du néant qui a quasiment détruit la ville. Blablabla, blablabla, blablabla. Joli, hein, into hero. On a trouvé effectivement une mystérieuse, une mystérieuse personne qui s'appelle Hale, qui est une mystérieuse Aester, a priori, qui habite dans une taverne, la taverne du Crooked Bone, donc l'os craquelé sûrement. Et il est dit qu'elle peut transformer n'importe qui en héros. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire, nous qui ne sommes pas forcément un héros. Évidemment, nous n'aurons pas beaucoup d'entraînement, mais en se mettant du coup face à une aventure adéquate, on pourrait du coup se hisser au rang de héros. On passe la porte du Crooked Bone et quelque chose ne va pas. Tout le monde est en train de grossir. Pourquoi la porte est si large? Pourquoi est-on si petit? Est-ce que c'est un sort, un enchantement de Aester? Nous avons été rétrécis. Et on nous dit de jouer le scénario 1, Rude Welcome, donc une arrivée difficile. Du coup, j'ai niqué la mise en page du truc, ça va être comme ça. Donc voilà. Donc ça, je le mets de ça de côté parce qu'on va pas en avoir besoin pour l'instant. Donc voilà, je vous ai brossé vraiment ultra rapidement le scénario avec ma traduction plus qu'approximative. Caractère setup. Donc on nous dit de commencer avec le browser, ce qui me paraît adéquat. Je vais prendre le browser que je vais mettre ici. Si on est nouveau dans le monde Gloomhaven, on nous commande de commencer avec ça. Voilà. Donc on va prendre la carte de personnage, on va prendre sa miniature. Alors quand ils disent miniature, le mot est, je trouve, plutôt bien choisi, parce qu'effectivement, ce sont des sacrées miniatures. Le voilà, le browser, par rapport à un doigt. Les autres, je les remets là-dedans. Nous allons prendre ici un cercle de points de vie. Donc cercle de points de vie qui est ici. Donc je vais prendre celui avec les points de vie là. Voilà. Et on va le mettre de façon à ce qu'il corresponde à notre niveau. Donc niveau 1, on a 12 points de vie, donc je le mets sur le 12. Alors le 12, du coup, c'est de quel côté? Là, ça va être des unités. Ok. Et donc, du coup, le 12, il doit être là. 12 points de vie pour notre personnage. Voilà, je mets ça ici. Je ne sais pas trop mettre ça, mais là, peut-être en haut. Là. Allez, comme ça. Ensuite, nous allons récupérer les 4 cartes d'habileté de niveau 1 de notre personnage. Alors, elles sont là-dedans. Et il faut trouver les bonnes cartes les bonnes habiletés. Alors, du coup, comment est-ce qu'on les reconnaît facilement ? Ce sont celles qui sont en bleu, normalement, je pense. Et il y a le petit symbole ici de notre personnage en bas de la carte. Et quand je regarde là, je retrouve le symbole ici. Donc je sais que ce sont ces cartes-là que je vais devoir récupérer. Donc je vais prendre les 4 cartes de niveau 1. Alors pour le niveau, c'est simple, hein, regardez, il y a ici marqué niveau 1 en haut de la carte. Donc je prends ces 4 cartes-là. Alors, pour ceux qui sont familiers de Gloomhaven, c'est assez simple. Hein. Il y a une face A, une face B. Et on nous dit de les mettre sur leur côté A au démarrage. Donc A, A, A. Donc on a Spar Dagger. Donc après le symbole, pour ceux qui sont familiers de Gloomhaven, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Et c'est une attaque avec sûrement un symbole repoussé. Ça, ce symbole-là, on le retrouve ici. C'est l'attaque à distance, c'est une portée. Ça, c'est une portée. Ça, c'est le symbole ici. De Pierce, ça veut dire que ça ignore ou ça réduit l'armure de l'adversaire.
On verra après les autres cartes, mais bon, du coup, voilà, ça sont bon, différentes cartes. Voilà, on a le Warding Strength qui permet de se buffer, qui permet de gagner de l'armure. On attaque, on gagne de l'armure, on se déplace. Et là, on attaque avec un effet de zone et on saute. Voilà. Donc voilà, je commence du coup avec ces 4 cartes-là, ici. Je vais prendre un truc de personnage, donc celui-là, le brown, c'est le mien, parce que regardez, il y en a un rouge ici pour les adversaires, un brown pour moi. Et je vais mettre un petit cube blanc dans la partie la plus haute. Ici. Voilà. Nous avons page 6. Et après, on va pouvoir faire setup le scénario, tout simplement. Voilà, donc là, le personnage est fini. Voilà, donc là ça, c'est ma mise en place du personnage, elle est faite. Voilà, ici. Et on va pouvoir mettre en place le scénario juste après cette petite pause. À tout de suite. Allez, donc la mise en place a été faite pour le personnage, il est temps de continuer. Donc on nous dit maintenant de donc lire le scénario, de du coup lire le scénario jusqu'à ce untry up to and please the goal, jusqu'à du coup la réussite, je pense. Donc du coup, on me dit de lire le scénario. On me dit de jouer le scénario 1, ok. Le Rude Welcome, le voilà. Est-ce qu'il faut que je dise ce qui est marqué là? Ah oui, c'est ça. Il faut lire ce qui est marqué là. Ça y est. Donc avant de tourner ça. Donc, scénario 1, donc une entrée difficile. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Got some fancy gear there. Donc ça nous dit qu'il y a du joli matériel par ici. On tourne sur nous-mêmes, blablabla. Bon, du coup, grosso modo, il y a du lore, il y a du texte, il y a de l'aventure. Je ne vais pas vous traduire ça comme j'ai fait pour le début, parce que ça n'a pas grand intérêt, vu mon niveau d'anglais. Et on nous dit de lire jusqu'au but. Donc là, on nous dit les monstres, ce sont les bandit guards, donc les gardes, des gardes bandits. Et le goal, le but du scénario, c'est de se détruire tous les monstres. D'accord. Donc, on va chercher, ensuite, on nous dit d'aller chercher la carte des monstres correspondants dans la liste des ennemis. Alors, les monstres correspondants, ils vont peut-être être dans cette... Ah, moins que ça soit là-bas, je ne sais pas trop en fait où c'est. Fais voir, hop. Ça, c'est les sorts des différents autres personnages, donc je vais mettre de côté. Ça, ce sont mes sorts de niveau 2. Je retrouve ici avec d'autres sorts de niveau d'autres personnages. Ah, on n'est pas loin de la vérité. Je ne sais pas ce que c'est que ces cartes-là. On verra quand on nous demandera d'y aller. C'est différentes cartes, ok. Et hop, les personnages, les cartes de monstres sont ici. Alors, ces cartes de monstres, qu'est-ce que c'est? Donc on a le prince démon, on a l'espèce de bug, carrément un prince démon miniature, une espèce de scarabée, un prince sur scarabée, démon du vent, démon de la terre, démon des flammes, démon de la glace, une espèce de construction d'automate, ok, le roi, le king button, le roi des boutons et le prince démon. Alors du coup, j'ai rien trouvé, donc c'est peut-être que c'est au dos, effectivement. Voilà, les tas de monstres qui sont aussi au dos. Les bandits, gardes, ceux qui les intéressent, les archers, les souris, des beetles, c'est coccinelle, bon, insectes, sorciers, bon, il y a pas mal de monstres en fait, il y a énormément de monstres, c'est recto verso. Donc nous, on nous dit de prendre les gardes que voici. Ok, donc les gardes. Disons, essayons de découvrir un petit peu la fiche. Ils ont 8 points de vie, de ce que je comprends. Ça a l'air d'être l'initiative du jeu. On verra quand on y jouera et les actions qu'ils peuvent faire. Ok. Donc, c'est bien celle-là. On est bon. Ensuite, on me dit de tourner le scénario et de le mettre sur le côté carte. Ce que je fais tout de suite. Il y a des hexagones qui sont du terrain avec des règles spéciales et c'est défini par des couleurs. Par exemple, on ne peut pas, ni nous les ennemis, traverser les obstacles. Obstacle, c'est entouré de verre. Ça, c'est un obstacle. Un obstacle, un obstacle. Donc là, il y a une petite fiole, un trou, une chope de bière et une espèce de dague ici. Ça, ce sont des obstacles.
Hazard, ça a l'air d'être tout ce qui est piège, ou en tout cas truc handicapé. Là, ce sont des punaises. Là, c'est une espèce de tasseau de verre, de la chopine qui est cassée ici. On peut les traverser, mais par contre, ça prend un dégât à chaque fois qu'on entre dans un piège. Ok. Et là, on aperçoit 1 et 2, ici. Donc ça, je pense que c'est l'entrée, et 1 et 2, c'est peut-être pour les ennemis. Alors, on va voir. Tournons la page. On va prendre de la note de la quantité de cubes de couleur sur les monstres. D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'on a des cubes de couleur qui sont ici. Bleu, rouge, vert. Voilà, ça. Et en fait, ça va représenter les monstres au niveau du plateau de jeu. Donc, on va prendre un cube vert ici. Pourquoi un cube vert? Parce que là, regardez, il y a le vert et là, il y a le bleu. Donc là, le monstre vert sera ici. Le monstre bleu sera ici. Donc ça veut dire que sur une petite carte comme ça, tu pourras avoir un maximum de 3 monstres parce qu'il n'y a que 3 cubes de couleur. Ah non, j'ai un violet, pardon, autant pour moi. Donc tu peux avoir jusqu'à 4 monstres sur un cube de couleur. Ensuite, on nous dit de quoi? On a mis donc effectivement les monstres ici. On nous dit de notre miniature sur la rentrée, qui est donc ici. Voilà. On va prendre une carte de monstre, un plateau de monstre. Voilà, ça c'est les plateaux de monstres qu'on va mettre là. Et on met la carte dedans. Voilà. Donc j'essaie de faire en sorte que tout passe sur le plateau sur le plateau de jeu, mais ça devrait plutôt être facile normalement. D'accord, ensuite on va mettre les points de vie des 2 monstres à 8. Pourquoi 8? Parce que c'est le point de vie qui sont indiqués ici. Donc on prend quelle roulette? Eh bien on prend celle qui correspond à la bonne couleur. Là on a du coup le rouge, on n'en a pas besoin. On a le bleu, on en a besoin. Et entre violet et vert, la différence est infime. Ça c'est peut-être violet, ça. Ouais. Là sur le coup, là, ou alors c'est 2 fois le même, j'arrive pas trop à distinguer. Non, ça a l'air d'être bleu. Ok, là on a bleu, là on a vert. En plus c'est marqué. Regardez. 1, 2, ça correspond aux bestioles, donc bestiole 1, bestiole 2. En plus c'est même marqué ici 1 et marqué 2 ici. Donc pas de tracas. Et on met ça sur 8 points de vie. Donc ils ont chacun 8 points de vie. C'est pas facile à faire tourner. Donc le monstre 1 a 8 points de vie. Le monstre 2 a également 8 points de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on a les 2 monstres ici avec leurs points de vie. On nous dit également de mettre un cube blanc ici, sur la partie 0 de leur tuile au comportement. Ensuite, on me dit de récupérer également le modificateur trait des monstres. Alors, c'est quoi le modificateur trait des monstres? C'est ça. Voilà. De la même façon que moi, je vais avoir ici quelque chose qui modifie mon comportement, je présume par rapport à ce dé-là, eh bien les monstres ont la même chose. Et on le met en haut. On récupère aussi la feuille de référence, ainsi que les éventuelles icônes que l'on pourrait avoir besoin durant la partie. Donc, les icônes, on va les voir rapidement. Ça, c'est que j'ai l'avantage sur toutes mes attaques, donc je suis plus costaud. Là, c'est immobilisé. Là, c'est la main, c'est désarmé. Là, c'est invisible. Ne peut pas être pris en cible. Ici, le point d'interrogation, c'est muddle, donc je suis confus. Là, ça a l'air d'être le poison, ça, ok. Et ça, c'est le saignement, on va dire. Ok. Pour ça, reprend exactement les conditions de Gloomhaven, pour ceux qui connaissent. Et on garde le dé à côté de nous. Ensuite, maintenant, on arrive à la partie jouer le scénario. Comment ça marche? Alors, chaque scénario se décompose en rounds, et chaque round consiste en une succession d'étapes. Première chose, on va sélectionner des cartes. On va choisir 2 de mes capacités que je vais jouer pendant ce tour-ci.
donc de ces capacités-là, que je pendant ce tour-ci. Donc le Leaping Cleave, le Shield Bash, le Warding Strength ou le Spear Dagger. Ensuite, on va déterminer l'ordre dans lequel je et les monstres vont jouer. Enfin, les monstres, c'est le tour des monstres et des joueurs, avec du coup l'initiative du plus bas vers le plus gros. C'est celui qui a la plus petite initiative va jouer en premier, celui qui a la plus grosse va jouer en dernier. Et on va faire ces 3 étapes jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, donc tuer tout le monstre, ou jusqu'à ce que le personnage soit épuisé. Alors, avant de jouer, il y a quelques concepts, blablabla, on va les passer. Ça reprend un peu le principe de Gloomhaven et Marchand de Lion, c'est qu'en fait, tu as le top action qui est ici, tu as le bottom action qui est ici, et tu as des actions à chaque fois que tu peux faire. Donc, on a le mouvement, qui est donné par les cartes, ou par la partie haute ou la partie basse d'une carte, mais également qui est donné systématiquement sur les cartes. Les cartes ont forcément un mouvement en partie basse et une attaque en partie haute. De base, mouvement de base, attaque de base, mais il y a toujours de quoi se débrouiller. Et donc, comme dans Gloomhaven, à chaque fois qu'on va faire une action d'une carte, eh bien, si on choisit l'action haute d'une carte, nous allons devoir faire l'action base de l'autre carte. Si on choisit l'action base d'une carte, on doit faire l'action haute de l'autre carte. On ne peut pas faire 2 actions hautes ou 2 actions basses. C'est à nous de choisir les actions que l'on veut faire. Donc sur la notice, là, on nous parle un petit peu de ce que c'est qu'un mouvement. On nous parle du coup de ce que c'est un mouvement, voilà. On nous parle de ce qu'est une attaque. À chaque fois qu'on fait une attaque, on va lancer le dé qui est ici et appliquer le modificateur qui correspond à là. Donc là, par exemple, si je lance une attaque et que je fais ça, j'ai un moins, donc j'ai un -1 sur mon résultat d'attaque. On nous parle des fois aussi qu'on a un avantage ou un désavantage. Donc je rappelle les icônes tout à l'heure d'avantage ou désavantage. Ça, c'est quand on a un avantage, et quand on a un désavantage, c'est quand on est épuisé. Eh bien, en cas d'avantage ou désavantage, on va relancer le dé 2 fois, et on va prendre, dans le cas d'avantage, le meilleur résultat, et dans le cas du désavantage, le résultat le pire. Et si on a à la fois un avantage et un désavantage, eh bien, on ne lance qu'une fois le dé, parce que du coup, les deux s'annulent. Après chaque attaque, il est important de descendre de 1 le petit cran, le petit cube. Et du coup, quand il est en bas, il remonte. Voilà. Donc on s'aperçoit que par exemple, quand on est ici, eh bien, si on fait un moins, malheureusement, l'attaque est complètement annulée. Si on est ici avec un plus, elle est doublée. Voilà. Et c'est la même chose pour les ennemis, bien évidemment, ils ont le même principe. On nous parle ensuite de la notion de saut, de la notion de portée, de la notion de zone d'effet, des conditions, du pierce pour ignorer les boucliers ennemis éventuellement, du bouclier, la notion de bouclier bien évidemment, la notion de poussée, et la notion d'élément. Tout ce qu'on nous dit pour l'élément, c'est que pour l'instant, effectivement, il y a un élément vent sur le je l'ai vu tout à l'heure, voilà, sur le Leaping Cleave qui est ici. On nous dit de ne pas en tenir compte pour cette partie et que ça sera développé plus tard dans les règles. Donc maintenant, on est parti pour les sélections des cartes. Alors, sélection des cartes, qu'est-ce qu'on dit? Dans l'exemple, on nous dit qu'on peut choisir le Shield Bash et le Wandering Strength. Ok, les voilà. Donc au début de chaque round, on va faire ça. Je vais mettre les points de vie des ennemis plutôt là-haut et les cartes que je joue plutôt ici, là, devant moi. Voilà, comme ça il y a un bon gros reflet, comme ça c'est nickel. Comment je peux... Je pense qu'il n'y a pas de reflet, en mettant peut-être plutôt comme ça. Voilà. On me dit qu'avec la partie basse du bouclier, je vais pouvoir aller au contact de cet ennemi vert. Et avec la partie haute du bouclier, je vais pouvoir l'attaquer. Donc là, en gros, on va nous dire que l'on va se déplacer avec les bottes et on va attaquer avec ça et gagner également
ce bonus. Donc en fait, chaque action, on fait du haut vers le bas, et on déroule dans ce sens-là. Alors, tour des monstres, on n'y est pas. Les effets de fin de tour, on verra comment on absorbe les dégâts. Pour l'instant, on est vraiment en mode 100% découverte. Donc, par ordre de... Alors, j'ai mis ça. Voilà, j'ai mis ça. Donc, moi, j'ai une initiative, du coup, de 15, à ce niveau-là. Et eux ont une initiative de, actuellement, 50. Mais, ça change. Ce n'est pas tout à fait ça. Après que j'ai choisi mes deux cartes, je choisis l'initiative de l'une d'entre elles. Ça va déterminer mon ordre du tour. Donc moi je prends celle-là, j'ai envie de jouer en premier, donc je vais dire que c'est la 15 que je prends comme... Je la mets par-dessus pour me dire que c'est la 15 que je prends. Maintenant, il faut que je détermine l'initiative des bandits. Pour ce faire, je prends le dé et je le lance. Et je vais donc déplacer le cube blanc en fonction d'où arrive le dé. Et ça va sur le plus. Donc les bandits, ils vont faire ça comme activation. Et ils ont une initiative de 70. Donc je vais donc jouer, bien évidemment, avant eux. Alors, donc, tour des joueurs. Donc tous les joueurs, je vais faire l'action haute d'une carte et l'action basse d'une carte, etc. Une fois que j'ai fini une action, je retourne ma carte sur la face B et je la remets dans ma main. Si cette action a un bonus actif, un bonus icône actif, au lieu de la mettre dans place instead. Ok, on la met dans ma zone active. D'accord, ok. Si j'ai un bonus actif, je le mets dans ma zone active. Alors qu'est-ce qu'un bonus active? Je présume que ce serait le +1 en armure. +1 en armure, c'est un bonus actif. Et il dure jusqu'à quand? C'est indiqué par ce petit symbole qui est là. Si ce symbole est là, avec le petit cercle avec la petite flèche, ça dure jusqu'à la fin du round. Si c'est un bonus comme les monstres ils ont ici, ça dure jusqu'à ce que je choisisse de l'arrêter. Et il est temps, du coup, de faire une petite attaque. Alors, là, deux possibilités. Soit je me déplace, mais avec quoi je me déplace? Soit je me déplace avec 4 de mouvement avec la partie basse, soit avec 2 de mouvement et cette partie-là, en faisant ça. Et après, je pourrais taper avec ça, si je fais cette partie-là, ou avec ça, si je fais cette partie-là. Donc, ça peut être intéressant, je pense, effectivement, de faire une attaque au shield bash, ou alors de faire un petit repoussé. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal, parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais le taper à 3, ensuite je vais le pousser de 2 cases. Et il y a une chance qu'il tombe, hop, ici, dans les trucs. Et après, je vais pouvoir mettre un petit renforcement sur moi-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement de 4. Je vais faire 1, 2, je vais me mettre là. J'ai fait mon mouvement, cette carte-là, bon, ben, je l'ai jouée. Maintenant, quand j'ai une initiative de 15 avec 70, je joue avant lui. Donc, j'ai une frappe de 3. Je fais de 3 d'attaque. Eh bien, je vais lancer un dé. Je vais même lancer le dé pour savoir quel est le modificateur appliqué à cette attaque. Je fais un plus. J'ai donc une attaque de 4. Après chaque attaque, on déplace le cube ici. Donc maintenant, je fais une attaque de 4 sur le monstre vert. Le monstre vert ici, il a une protection de 1. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que du coup, il absorbe 1 dégât. Moi, je ne lui mets donc que 3 dégâts dans la musette. Donc le monstre 1, qui était là, de 8 points de vie, il passe à 5 points de vie. Je lui ai fait un dégât, une attaque de 3. Mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que j'ai le petit symbole de pousser. C'est-à-dire que je le pousse jusqu'à 2 cases. Alors, on va regarder dans les règles l'histoire du push. Ok, donc là, pas de souci. On le déplace de 2 cases.
En fait, je peux le déplacer, c'est-à-dire que je peux effectivement le déplacer, lui faire faire 1, je peux même l'amener là si je veux, hein, il n'y a pas un problème. Mais je vais l'amener là, 1, il tombe dans le piège, et après je l'amène là, 2. Donc, comme il est tombé dans un piège, le piège, on en parle ici. Où est-ce qu'on parle ici du piège? Attendez. Je l'ai vu où? Je l'ai vu où, les fameux pièges? Mince, pourquoi j'ai pas un guide sur les pièges, là? C'est là. Ils prennent un point de dégâts. Ils prennent pas une attaque, hein, ils prennent un point de dégâts. Ah, c'est même marqué dessus, un point de dégâts. Et ben moi, j'ai fini mon tour, ça y est. Pas tout à fait, parce que j'ai le droit à avoir un petit renforcement sur moi-même. Que je mets là. Ce renforcement, c'est quoi? C'est le renforcement, c'est-à-dire que ça donne l'avantage, et ça s'en retire à la fin de mon prochain tour. C'est partir maintenant, c'est que pour ma prochaine attaque, j'ai un avantage. J'ai terminé mon tour, je vais donc prendre mes 2 actions, qui sont là, et les mettre sur le côté B, qui sont ici. Ce qui m'offre du coup 2 nouvelles attaques. Une avec un bouclier, qui dure à l'infini, ça c'est très intéressant. Une attaque qui fait 4 de dégâts, ensuite des attaques, un mouvement, et après je peux rendre étourdi tous les ennemis autour de moi, ou alors une attaque en tac-tac en zone, et là on s'aperçoit que je peux consommer effectivement un élément magique de l'air pour booster mon attaque. Bon, je me suis servi, je n'ai pas utilisé mon élément magique, donc je n'ai pas à booster l'attaque. Et donc celle-là, je les mets ici, de ce côté-là, sur la face B. C'est donc aux monstres de jouer. Que vont faire les monstres? Eh bien, les monstres, ils vont faire ce comportement-là. Se déplacer de 2 et m'attaquer. Ils prennent leur tour dans le... Mince, par ordre de croissance. C'est-à-dire que le vert, c'est le 1, il va jouer en premier, et après, ça sera au tour du bleu. Alors. Ils vont prendre le chemin le plus court vers moi en évitant les pièges. C'est-à-dire que lui, il ne va pas faire 1, 2 et se prendre des dégâts. Non, il va faire 1, 2. Voilà. Et après, il est censé m'attaquer. Mais il ne peut pas. Lui, du coup, il fait quoi? Il fait pareil. Il fait 1, 2. Mais il ne peut pas m'attaquer. C'est la fin du tour. On fait donc les phases. On fait donc le processus de fin de tour. Donc à la fin du tour, je me retrouve avec ces 2 cartes qui coûtent dans ma main. Voilà, donc là, ce qui est devant moi, je considère ça comme étant ma main, c'est plus facile pour vous montrer. Donc à la fin du tour, on va remettre les cartes actives avec des bonus actifs et qui terminent en fin de tour dans ma main, j'en ai pas. Les bonus persistants, ils restent dans ma zone active. Après, ma main, en fait, c'est ça, voilà. En fait, ma main, voilà. Tout ça, c'est ma main. Voilà, en fait, tout ça, c'est ma main. C'est que je les mets de côté, parce que c'est quand même plus pratique. Mais tout ça, c'est ma main ici, voilà. Il faut que je plutôt faire ça comme ça, en vous mettant ma main ici. Voilà. Je devrais maintenant avoir 2 cartes B et 2 cartes A dans la main, ce qui est le cas. À moins que j'utilise un effet persistance, du coup, je n'ai qu'une seule carte B dans ma main. Et on va parler un peu des cartes face B. Qu'est-ce qu'une carte face B? Une carte face B, quand je vais la jouer, à la fin du tour, plutôt que la remettre dans ma main, je vais la mettre dans la défausse. Et je ne pourrai pas m'en servir jusqu'à ce que je l'ai récupérée. Voilà. Donc, face A, à la fin du tour, je les reprends face B dans ma main. Face B, je les mets dans la défausse. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ils sont positionnés de cette façon-là. Est-ce que moi, j'ai moyen de faire une attaque vers eux comme ça? Non, je n'ai pas d'attaque. Je peux faire une attaque tac, tac, tac comme ça, mais il n'y a pas d'intérêt. Là, j'ai le Spardagger, c'est une attaque de zone, de la distance, excusez-moi, pardon. Là, j'ai une attaque où je peux bondir.
Donc passer par-dessus les obstacles éventuellement. Mais je ne peux pas me mettre dans une position adéquate. Si je fais ça, là, je vais incapaciter tous les ennemis. Ça peut être intéressant, parce que je peux faire 1, 2, 3 et aller ici, par exemple, et les incapaciter tous les 3. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce qui serait intéressant de faire comme attaque? Je pourrais éventuellement lancer ma dague sur lui, sachant que je suis avantagé et j'ai mis un beau +2 qui traîne ici. Ça peut être vraiment sympathique. Et je vais peut-être tenter de faire ça. Allez, on tente de faire ça ici. Donc, moi, j'ai déterminé les cartes que j'allais jouer. Maintenant, il est temps de déterminer celle du monstre. Je lance le dé et on voit ce que le monstre a comme comportement. 0. Il a un comportement, une échelle de 50. Donc moi, avec ma 27, je joue avant lui. Il va bouger de une case et il va frapper à 2 sur ma trogne. Donc, moi, ce que j'avais dit, c'était là, pardon, c'est que, alors, du coup, je me tâte, là, maintenant. Est-ce que ça vaut le coup d'aller les rendre incapacités, sachant qu'ils vont bouger d'une case? Est-ce que je ne ferai pas juste, du coup, parce que, bon, l'intérêt d'aller mettre à leur contact, c'est vraiment leur donner des attaques gratuites. Et du coup, j'aurais pu avoir une attaque de zone, mais ils sont mal positionnés pour que je puisse faire une attaque de zone efficace. Donc franchement, je pense que je ne vais même pas m'embêter à faire cette capacité-là. Je vais peut-être plutôt me planquer, en fait. Donc je vais commencer par faire une attaque à 3 de distance sur lui. Après, effectivement, quand ils sont étourdis, ils ont le désavantage. Mais du coup, moi, si j'ai l'avantage et eux le désavantage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se cumule? Une question. Et oui, évidemment que ça se cumule. Ça se cumule parce que eux, du coup, le désavantage fait que c'est eux, c'est sur leur jet de dés que ça mistoufle. Donc c'est peut-être d'avoir le coup de leur provoquer le désavantage là pour les attaques qu'ils vont faire et faire descendre ce truc-là. Mais ça leur rapproche du multiplier par 2. Allez, de toute façon, on est un bruiser. De toute façon, après, je ne pourrai plus le faire. Donc, je vais le faire. Je vais faire. D'abord, faire mon attaque à distance sur lui, avec la dague, le Spear Dagger. Donc, ça porte largement. Je suis 1, 2 de lui, hein, ça c'est bon. J'ai une force de 3 et j'ai un avantage. Donc, je vais faire ça. Je fais un moins. J'ai malheureusement -1 sur ma puissance de feu, mais comme j'ai mes biscottos, je peux relancer. Et là, j'ai un plus. Ce qui fait que ça fait +2 en force de feu. Maintenant, hop, je le mets là. Enfin, c'est pas que je peux relancer, c'est que je lance 2 fois le dé, je choisis la valeur qui m'intéresse la plus forte. Ayant fait une attaque à 3, du coup j'étais là, 3, 4, 5. Toujours moins en armure, il a 4 points de vie. Il tombe donc à 0. Et le monstre 1 est mort. Il me reste ça à faire. Du coup, est-ce que je prends le risque d'aller me prendre des dégâts ou pas, en fait? C'est ça la question. Je suis plutôt pas mal planqué ici. J'ai pas trop d'intérêt à aller le voir, en fait, là. Je vais juste arrêter, voilà. Les monstres vont jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge de 1 vers moi, et il tape à 2, il bouge de 1 en ma direction, tac, et il tape à 2, et malheureusement, bon ben, il est hors de portée. C'est la fin du tour, donc comme c'est la fin du tour, qu'est-ce que fait? Les cartes en côté A, je les tourne côté B, je la mets dans la main. Voilà, je fais une grosse attaque à 6, là. Et là, cette carte qu'elle a, je les mets dans la défausse. Voilà. Et on va pouvoir faire un nouveau tour de jeu. Ah, je défausse cette condition, du coup, qui n'est plus active. Voilà. Et maintenant, je fais un nouveau tour de jeu, et vous voyez, bah, du coup, comme dans Gloomhaven, ou le Marchand de Lyon, il ne me reste plus que 3 cartes.
Alors, qu'est-ce que j'ai une grosse attaque à 6 là, ça, je peux lui faire énormément de dégâts avec ça, ça peut être très intéressant. Et il faudrait que j'aille me mettre à son contact. Donc ce que je peux faire, c'est... Alors ça c'est bien, parce que c'est un passif que je vais avoir tout le temps. Cette carte-là, attention, une fois que je m'en suis servi, je la détruis. Mais bon, je peux tout à fait lui faire une attaque à 6. Ce qu'en fait, c'est que j'ai plus mon avantage. Et si jamais je tombe sur le moins là, eh bien, j'aurai une attaque annulée. Donc je ne vais pas faire mon attaque à 6 tout de suite, ce n'est pas très pertinent. Je vais plutôt lui faire une attaque à 3, tout ce qu'il y a de plus basique. Oui, bah, je vais bouger, je vais faire ces deux-là. Celle-là, je la garde pour tout à l'heure. Je vais faire mon saut. Donc j'ai une initiative de 35. Donc il y a un monde où il va jouer avant moi. Donc là, je lance le dé pour connaître l'initiative du monstre. Il fait un moins, et malheureusement, effectivement, il va jouer avant moi. Là, on constate qu'il a quoi? Un bouclier pour son comportement, et un bouclier qu'il a tout le temps. Donc il a 2 boucliers. Il va bouger de 2 cases. 1, 2. Et il va donc m'attaquer. Pour m'attaquer, il fait une attaque force 1, auquel on va rajouter un dé. Il fait un plus, donc il me fait 2 points de dégâts. Quand je prends des points de dégâts, j'ai plusieurs possibilités. Soit je les prends, parce que de toute façon, moi, je n'ai pas de bouclier pour les absorber. Soit je peux défausser de ma main une carte de côté A, soit 2 cartes de côté B. Attention. Voilà, je défausse une carte de côté A, 2 cartes de côté B. C'est-à-dire que je les défausse, je les mets là. Sinon, je peux perdre une carte de ma défausse et la mettre en perdu. Elle ne reviendra jamais. Mais ça me permet d'absorber des points de dégâts. Là, ça, je prends 2 points de dégâts. Ce que je fais, c'est que... Allez, je me les prends, je tombe à 10. Voilà, j'accepte de me prendre les points de dégâts. C'est gérable encore pour l'instant. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. D'accord. Alors, comme il y a mon contact, j'ai plus besoin de me déplacer. Donc, je peux tout à fait faire ça et ça. Donc, je vais le frapper à 3 en zone. Donc, pour ça, je prends le dé qui est ici, auquel je vais appliquer le modificateur qui est là. Je fais 1, 0. Alors, attendez, on était comment? J'ai tout niqué. On devait être comme ça, je crois. Voilà. Non, j'étais... oui, j'étais comme ça. On était comme ça. 0, donc du coup, ça fait plus 0 mon attaque. Donc, je lui fais 3 points de dégâts. Il a son bouclier passif, plus le bouclier qui est là. Donc, du coup, il ne prend donc qu'un point de dégâts. Alors, lui, il a fait une attaque. Je vais descendre ça pour son attaque. Moi, j'ai fait une attaque. Et j'arrive là. Ce qui est intéressant, parce que du coup, là, hop, j'ai passé le petit truc comme ça. Et ce que je vais faire, c'est ici, je vais prendre ce bonus maintenant. Et ce bonus, je le mets dans mes bonus actifs. C'est-à-dire que cette carte-là, je ne la reverrai pas. Mais maintenant, j'ai un bouclier dans ma zone active qui est ici. Parce que ce symbole-là, qui dure jusqu'à ce que je décide de m'en séparer. Mais là, maintenant, j'ai toujours un bouclier avec moi, en termes de défense. C'est la fin du tour. Du coup, les cartes que j'ai jouées, on les gère. Et je vais donc ramener cette carte-là dans ma main, mais sur son côté B. Donc là, j'ai une petite action de feuille qui est là. Bon, alors, qui doit sûrement générer de la magie pour une autre attaque que je n'ai pas encore vue. Et je peux me soigner de 2. Et là, je peux avoir ça en tant que bonus actif, comme en bouclier ici, jusqu'à la fin de la partie. Le petit point levé. Le petit point levé, c'est quoi? C'est donc ce qu'on appelle le retaliate, c'est que l'attaquant, en fait, va prendre un point de dégâts. Non, pas du tout. Si, il va prendre un point de dégâts, c'est ça. À chaque fois que ce bonus négatif et qu'un ennemi m'attaque, il va se prendre ce point de dégâts-là. Ça peut être persistant ou ça peut être occasionnel, enfin jusqu'à la fin du round, mais celui-là est persistant. Donc voilà, donc là du coup il ne me reste plus que 2 cartes en main. Nouveau tour de jeu, mes 2 cartes, je vais les jouer. Hein. Alors le problème c'est que je ne peux pas faire ma grosse attaque à 6,
et mettre le petit bonus en plus ici. Tout comme je peux éventuellement me déplacer de 3 et faire ça, donc ajouter plus une touche à toutes les attaques ce tour-ci, ou je peux me soigner de 2 et faire une grosse attaque à 6. Ce qui est pas mal, ce grosse attaque à 6, là, ça lui ferait comme ça lui ferait du mal, parce que j'ai passé le petit symbole de « il se passe plus rien ». Donc là, que faire? Soit je pars du principe que maintenant, avec mon bouclier, il va me faire peu de dégâts, et en plus, il va se prendre un point chaque fois qu'il va me frapper. Mais je ne fais rien d'autre que ce tour-ci, je peux juste me déplacer. Soit je lui fais une grosse attaque dans sa musette et je me soigne de 2. Il a 2 de bouclier. Oui, le faire une attaque dans la musette, ouais, ça peut... franchement, je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va... On va... Parce qu'après le tour d'après, du coup, il faudra que je me soigne, on verra le mécanisme que je me repose, pardon. On verra après les mécanismes juste après. Lui, il n'a pas de soin. Le problème, c'est qu'il est là. Ah, cela dit, il va lancer son dé de comportement. Il a une chance. Alors, le moins, il y a un moins. Non, il y a 2 moins, 2 0. Okay, c'est une chance sur 3. Quoi. Une chance sur 3. Il y a 2 moins, 2 plus de bulles par dé. Dans ce cas, je ne pourrais pas le one-shot ce tour-ci, ça c'est sûr. Avec 6 de dégâts. Parce que même si ça reste là, bah, du coup, je lui ferai que 4. Et si ça va là où là, je lui ferai 5. Parce qu'il a un bouclier. Mais bon, il sera quand même pas mal. Après, si jamais je lui fais ça, et bah du coup... Allez, faisons ça. Donc moi, je vais jouer du coup ces 2 cartes-là, dans ce sens-là. L'initiative de 18, l'initiative de 61. Donc je me mets à 18 pour jouer avant lui. Des fois, ça va être intéressant de jouer après. On va voir du coup ce qu'il fait. Il fait un plus, donc lui, il arrive là. Ce qui, du coup, peut me faire revoir ma stratégie. Je vais décider de jouer ça et ça, mais comme je vois qu'il est ici en initiative et que je vais jouer du coup avant lui, je peux éventuellement faire une attaque à 6 et il n'aura qu'une défense. Si je fais une attaque à 6, et éventuellement le plus 1 qui est là, ça fait 7. Moins 1, ça fait 6, il lui reste un point de vie. Bon. Ça se va déjà avec un point de vie. Je peux le tenter comme ça. Dans tous les cas, il va bouger de 2 et me frapper à 2. Donc dans tous les cas, je ne peux pas m'enfuir. Donc je vais faire ça. Allez, je vais faire l'attaque à 6. Non, pas l'attaque à 6, je fais pas ça. Je fais ça. Je fais le... Ah, je sais pas quoi faire. Je fais ça. Allez, hop, je mets ça en bonus actif ici. Ça va durer jusqu'à la fin de la partie. Dès qu'il va me taper, il va prendre un point de dégâts. Et là, je peux me bouger de 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais les mettre ici. Voilà. J'ai fini mon tour. C'est à lui de jouer. Il bouge de 2. Il fait 1. Et il me frappe avec un 0. Donc le 0 ici, ça fait plus 0. Donc il me frappe à 2. Ça descend. Me frappant à 2, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bouclier de 1. Ça me fait donc une frappe à 1. Donc je prends 1 point de dégâts. Je tombe à 9 points de vie. J'ai ça qui s'active. Il prend 1 point de dégâts. Il tombe à 6. Voilà. Et c'est la fin du tour. Et du coup, il ne me reste plus qu'une carte B qui est ici. Cette carte B, je la mets dans ma défausse. Et nouveau tour de jeu. Et là, je suis très embêté parce que je n'ai plus de cartes à jouer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me reposer, tout simplement. Alors pour se reposer, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la sieste, on va dire, et il y a le gros dodo de la nuit. Donc, le short rest, c'est-à-dire que je peux effectuer un short rest à la fin du round, ce que je vais faire. Je vais donc récupérer toutes les cartes qui sont dans des fosses et les mettre dans ma main côté A. Et à ce moment-là, je peux prendre un dégât au lieu de défausser une autre carte. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre les 2 cartes qui sont là, les mettre côté A, et je vais sacrifier une carte. Je vais sacrifier une des 2 cartes, au hasard. Par contre, je vais prendre un dégât pour choisir la carte que je sacrifie. Et là, je vais être un petit peu embêté parce que j'aurais plus beaucoup de cartes à jouer. Ou sinon, je peux faire ce qu'on appelle un
un long repos. Je vais prendre toutes les cartes de ma défausse et je vais en perdre une de mon choix. Je peux également me soigner de 2 et récupérer des items si j'en avais utilisé. Le problème, c'est qu'en faisant le long repos, ça veut dire que j'ai une initiative de 99, donc je ne vais pas jouer. Mais dans tous les cas, je perds une carte. Donc, eh ben, je vais choisir au hasard la carte que je vais perdre. Alors, du coup, je ne regarde pas. Eh ben, c'est simple. Ben non, c'est pas simple. J'ai pas de dé de 6, donc ben, je vais... je vais tirer au hasard, là. Si par une initiative, là, parmi toutes les cartes, je vais en tirer une d'initiative. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. Alors ça, je ne sais pas encore ce que c'est, ces trucs-là. Si c'est pair, je perds le Warding Strength. Si c'est impair, je perds ça, en termes d'initiative. Donc du coup, je ne regarde pas. Je ne les mélange pas parce que, bah, du coup, hein, et je vais prendre celle-là. C'est impair. 33, donc je vais perdre ça. Cette carte, elle est perdue. Elle va donc où? Elle va dans mes cartes. Perdue. Et c'est mon nouveau tour de jeu. Et c'est là que j'ai mal joué et que je perds le scénario. Pourquoi est-ce que je perds le scénario? Eh bien, parce que je deviens épuisé. Et pourquoi est-ce que je suis épuisé? Ben parce que si je n'ai pas 2 cartes en main à jouer, ou 2 cartes en main dans ma défausse pour me reposer. Là, je me suis reposé à la fin de mon tour. Il fait que je n'ai plus qu'une carte à jouer. Donc, effectivement, pour ce Buttons and Bugs, mettre des cartes ici. Alors, c'est con de perdre comme ça, mais bon, voilà. Ça faisait longtemps que je n'ai pas joué ça, j'avais oublié ce petit point de règle, mais peu importe. Peu importe la partie... Enfin, vous avez compris comment ça fonctionnait, voilà. Donc là, je suis comme un cornichon, parce qu'effectivement, j'aurais pas dû mettre les cartes ici. J'ai oublié ce petit détail. Je pense que plus tu vas monter en niveau, plus tu vas avoir de cartes en main et moins ça peut se produire. À ce moment-là, ben, ça implique de ne pas mettre de cartes ici en zone active, quoi. T'es embêté sinon. J'ai plus qu'une carte ici, j'ai perdu. Ouin, ouin, la défaite con, quoi. Bon, j'ai pas grave. Après, du coup, le combat aurait pu continuer à s'enchaîner comme ça. Il lui restait 6 points de vie. En fait, il faudrait que je revienne en arrière 3 tours avant pour pas jouer ça. Je vais pas le faire. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Vous avez compris comment ça marche. On se retrouve en vue de ma tête pour débriefer. Du coup, contrairement à ce que je viens de dire, petit contretemps, il n'y a pas de débrief parce que regardez, en fait, je n'ai pas perdu. Pourquoi je n'ai pas perdu? Parce que je peux choisir d'arrêter des cartes actives et les mettre dans ma défausse. Donc, les 2 cartes qui sont ici, de bouclier et il prend un coup dès qu'il m'attaque, je peux tout à fait, à la fin de mon tour, décider de les remettre ici. En fait. De la même façon que du coup, ça me dit... C'est là que je ne comprends pas... Oui, c'est ça. C'est donc des cartes qui auraient été avec des bonus actifs que je remets. Donc, si c'était côté A, je les mets côté B dans ma main. Mais là, comme c'était déjà côté B, je les mets dans ma zone de défausse. Ces deux-là. Voilà. Ce qui fait que du coup, j'étais dans cette situation-là où j'avais tout ça dans ma zone de défausse. Voilà. Je choisissais du coup une carte à perdre au hasard parmi toutes celles-là. Donc je les remets toutes côté A parce que je fais un short rest qui est ici. Voilà. Et j'en perds une au hasard. Et je perds, je ne regarde pas celle-là. Donc je perds cette fois-ci le spare dagger de manière définitive. Ce qui fait que du coup la partie n'est pas perdue parce que je me retrouve du coup avec 3 cartes en main. Voilà. Et là j'ai effectivement 3 cartes en main. Et donc je vais pouvoir refaire un tour de jeu. Ah mais ça me paraissait aussi bizarre qu'en mettant des cartes là on puisse pas s'en dépatouiller. Mais si, c'est juste qu'il faut être moins bête que moi et se dire que les cartes qui sont là, eh ben, hop, on les récupère. Tout simplement.
Voilà, donc maintenant on peut repartir sur une phase de jeu. J'ai bien 3 cartes en main, je peux donc jouer. Alors, je vais faire du coup, là il est à mon contact. Bon, après les cartes du bas sont forcément des cartes... Celui-ci, ça c'est intéressant, parce que si je fais ça, je vais avoir 3 de défense. C'est pas con, parce que 3 de défense, jusqu'à, donc elle, indéfiniment, et elle, jusqu'à la fin du tour, sachant que lui, il va arriver vers son petit x2, là. Donc... alors, qu'est-ce que je vais faire comme attaque? Je vais faire ça, le Rounding Strength, qui est ici. En plus, je peux le repousser et je vais me déplacer. Parce que si je le repousse, je suis pas sûr. Ah si, je peux l'amener là, celui-là. Il n'y a pas de notion de direction et lui, je le pousse. Hein. Je regarde le pouce. Le poussage, c'est... En fait, je le push, force target to move X cases away. Voilà, donc je le pousse à se déplacer de X cases à away. C'est-à-dire qu'on est d'accord, ok. Donc il ne peut pas aller ici. Par contre, il peut aller là, dans le piège. Ben, c'est bon, ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc j'ai pas besoin de bouger. Et je vais prendre quoi d'autre? Je vais prendre... j'ai pas besoin d'attaque de zone, en fait. Hein. Je vais prendre ça, ici. Donc là, j'ai une initiative de 32 pour moi. Voyons voir quelle initiative il va avoir. Il a une initiative de 50, lui. Ok. Donc, je vais commencer à le frapper. Et après, j'appliquerai le renforcement sur elle. Donc, frapper à une force de génie d'attaque de 3. Je fais un moins... Malheureusement, il y a un moins 1, donc il ne prend que 2 dégâts. Pourquoi 2 dégâts? Parce qu'il a un bouclier. Non, il prend un dégât même, un seul dégât, parce qu'un bouclier, moi 3, je passe à 2 avec ça, et son bouclier passe à 1, donc il prend qu'un point de dégâts. Donc je descends ça ici d'un cran. Ensuite, je le pousse de 2 cases, il fait 1, il tombe dans le piège, il prend un dégât, 2, je l'amène là, voilà, donc il tombe à 4 points de vie. Et moi, je peux bouger à 3. Ce faisant, lui bougera 1 et il aura 2 d'attaque. Un 1, comme il ne va pas aller dans le piège, il va forcément aller ici. Donc moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Attendez, après, j'ai un renforcement à mettre sur moi-même, ici, je n'avais pas vu, hop, avec cette attaque-là. Donc lui, il fait 1. Non, est-ce que je bouge de 3, moi, en sautant? Est-ce que j'ai un intérêt quelconque à faire ça? Pas du tout, si ce n'est aller à son contact pour qu'il me tape, j'ai aucun intérêt à faire ça. Donc du coup, je vais juste ne pas bouger. Je vais rester là, je vais faire un mouvement de 0 ici, je suis très bien là où je suis. Donc lui, c'est à lui de jouer, donc il fait 1. Et il attaque de 2, mais il peut pas. Ces 2 cartes-là, du coup, je les ai jouées. Ce sont des cartes A, je les retourne leur côté B. Ok, nouveau tour de jeu. Alors là, moi j'ai un petit x2 là, qui traîne ici, et je vais essayer de m'en servir pour faire une grosse attaque. Mais la grosse attaque, elle était... non, elle était où? Ah mince, c'est celle qui est passée là, la grosse attaque. C'est la carte que j'ai perdue. Tant pis. Ok, donc là, voyons voir. Celui-là, j'ai une attaque à 4 hein, ici, hein, donc c'est plutôt intéressant. En plus, je suis bonifié, franchement, c'est cool. Là, j'y vais. Donc, je vais faire le mouvement plus la charge inarrêtable. Initiative de 15, initiative de 86. De combien est son initiative à lui? Ah mince, initiative de 30. Mais du coup, il a 2 boucliers. Bon, il reste 4 points de vie. Mais j'ai un petit x2 potentiel ici en termes de dégâts. Donc moi, je vais bouger de 4. Je vais faire 1, 2. Je vais mettre à son contact avec ça. Et je fais une attaque à 4. Je suis renforcé. Donc je peux lancer 2 fois le dé et prendre le résultat qui m'arrange. Plus, top, sans déconner. J'ai qu'à mettre le truc plus loin encore. Ah, c'est le plus qui est là. Voilà. Donc ça, c'est cool, parce que ça fait du coup x2. Donc je ne fais pas 4, mais je fais 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Il en absorbe 1, ça fait 7. Il en absorbe un autre, ça fait 6. 4 points de vie. Il meurt. Fin du scénario. Du coup, quand on a fini le scénario, qu'est-ce qu'on fait? On prend la carte, on la tourne, et on dit qu'à la fin du scénario, on lit ça. En fait, grosso modo, on lit blablabla, et on nous demande de lire le collecteur. Le collecteur, c'est quoi? C'est la suite de l'aventure, c'est celle-là. Et là, ça nous dit que maintenant, on peut équiper des items durant le setup du scénario. Et après, on nous dit de lire le Crossing Roads, qui est donc ici. Etc., etc., etc. Voilà. On va s'arrêter là, et maintenant, on va vraiment débriefer, en vue de ma face.
Bon, excusez-moi encore une fois pour cette petite bourde en termes de règles. Effectivement, les cartes que tu as en condition active, tu peux à tout moment faire en sorte qu'elles s'arrêtent et qu'elles aillent dans sa défausse. Voilà. Si elles sont, côté A, elles vont dans ta main. Si elles sont côté B, elles vont dans la défausse. Voilà. Mais ça, c'est une petite gymnastique à avoir et c'est un petit point de règle marqué dans ce petit livret qu'il ne faut pas oublier. Sinon, effectivement, je serais mort, mais je ne voyais pas trop comment ne pas mourir. Mais voilà. Ça nous permet de terminer le scénario tranquillement. Donc voilà. Voilà pour ce Gloomhaven Bugs and Buttons and Bugs. C'est très très bon. Ça sent Gloomhaven à plein nez. C'est plaisant. C'est solo. Bon, c'est en anglais. Donc bon, voilà. Faut un peu de concentration du coup pour lire l'histoire et ce qui se passe. Ce que je ne peux pas forcément faire là maintenant en mode vidéo, en mode créateur de contenu, n'est-ce pas? Mais c'est du très bon et franchement, vivement une traduction française parce que c'est très 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 plaisant. J'y ai pris beaucoup de plaisir, ça a été un petit peu chaotique, je m'en excuse pour vous. J'espère que ça vous a plu également, voilà, de voir une petite partie de gameplay en français sur ce Buttons and Bugs. Il y a eu quelques petits couacs, mais finalement on s'en est sorti. Que dire de plus? Si ce n'est de bien vous amuser, de passer, en fonction de quand vous regardez cette vidéo-là, un bon moment, tout simplement, de bien vous amuser. Moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut, salut, bye bye.